Pour les gens qui ne connaissent pas le GIEC, est-ce que vous pouvez décrire le but de cet organisme scientifique? Alors, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il a été mis en place à la fin des années 80 parce que déjà à l'époque, on avait déjà des connaissances scientifiques qui montraient que les activités humaines affectaient le climat à l'échelle planétaire et que c'était un enjeu important en fait pour toutes les régions du monde. Donc le GIEC, en fait, comme c'est intergouvernemental, toutes les décisions, elles sont prises dans des réunions par les représentants de tous les pays qui dialoguent et qui ensuite s'accordent ensemble sur les thématiques à aborder. Ensuite, le GIEC, il est chargé de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques, donc par rapport à la manière dont le climat fonctionne, par rapport à la manière dont les activités humaines affectent le climat globalement et dans chaque région, mais aussi par rapport aux impacts et aux risques et à la manière de les limiter, donc par ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire anticiper, faire en sorte que dans un climat qui change, tout fonctionne à peu près bien. Et enfin, sur la manière de limiter le réchauffement. Donc le réchauffement, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Donc la question, c'est comment les réduire tout en permettant à chacun de vivre correctement. Et donc pour ça, en fait, le GIEC, il est piloté par un bureau. Donc un bureau, c'est 34 personnes qui sont élues par les représentants de tous les pays. Et donc moi, j'ai un rôle dans ce bureau, je suis coprésidente avec un collègue chinois d'un des groupes de travail. Donc on est présenté par notre pays, on est élu par les autres pays et ensuite on n'est pas payé et on est chargé de superviser un ensemble de rapports scientifiques. Donc il y a les représentants de tous les pays, ce petit groupe de 34 personnes, un secrétariat qui est basé en Suisse à l'Organisation météorologique mondiale d'une dizaine de personnes et enfin, donc, pour rédiger des rapports, on fait appel à des scientifiques du monde entier. Et donc pour donner un ordre de grandeur, le rapport que j'ai supervisé en 2021, c'est 234 chercheuses et chercheurs qui l'ont écrit. Ils ont été chercher 600 personnes en plus pour les aider, on appelle des contributeurs. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec la démarche scientifique, mais il y a un truc central, c'est l'esprit critique. Donc pour faire n'importe quel document scientifique, vous avez fait des TP en fait, des manifs à un moment donné, vous faites vos observations, vous les écrivez et après, si vous les faites relire à quelqu'un d'autre, une autre personne qui aura fait les mêmes observations, elle vous dira: «Mais là, c'est pas précis, c'est pas complet» et cetera. Donc cette démarche, en fait, de relecture critique par les autres, elle est centrale et donc nous, chaque version de nos rapports, elle est relue à 2 à 3 reprises par, la communauté scientifique, donc des chercheuses et des chercheurs du monde entier qui acceptent de passer du temps à les relire et par, les experts que les pays nomment. Et là, donc pour notre rapport toujours, en fait, c'était, à peu près 1 890 relecteurs, donc des volontaires, hein, qui ont, fait des commentaires, en tout 80 000 et chaque commentaire, on doit en tenir compte, c'est-à-dire examiner, s'il a un sens ou si c'est ridicule et donc quand ça a un sens, y apporter une réponse. Donc moi je dis, en fait, c'est un peu comme l'image que je donne pour les rapports du GIEC, c'est un peu comme de la poterie. Donc la base, l'argile, c'est les travaux scientifiques faits dans le monde entier qui sont déjà publiés. Et ensuite, on regarde ça, on examine en fait les connaissances, leurs limites, qu'est-ce qui avance au fur et à mesure du temps et qu'est-ce qui est important pour la société en fait, partout dans le monde. Et ensuite, on fait une évaluation, donc c'est un peu comme vous prenez de l'argile et vous sculptez, au début c'est moche. Et après, c'est relu, c'est relu. Donc c'est de plus en plus rigoureux, complet, et donc on le lisse et on fait quelque chose de joli à la fin. Vous voyez? Est-ce que les rapports rendus par le GIEC ont un réel impact sur la politique environnementale de certains pays? Donc si on regarde, le premier rapport du GIEC, 1990, donc moi j'avais 19 ans, je savais même pas qu'il existait à l'époque. En fait, il a conduit à mettre en place ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est-à-dire à partir de ce premier rapport scientifique, les pays ont décidé de se coordonner et se réunir tous les ans, ce qu'on appelle les COP. Il y a eu la COP 15 à Paris, on en a la COP 21 à Paris, on en a la COP 26. Le numéro, c'est le nombre de réunions. Donc la mise en place de ça, c'est-à-dire un dialogue entre les pays sur le climat, ça vient du premier rapport du GIEC. Le deuxième rapport du GIEC en 1995, il a montré l'importance de limiter les émissions de gaz à effet de serre et ça a conduit à un protocole qu'on a appelé le protocole de Kyoto, qui concernait en fait que les pays riches, sachant que les États-Unis en sont sortis. Et dans les pays qui ont mis en place leurs engagements,
Ça a permis notamment avec ce protocole d'éviter de rejeter à peu près 6 milliards de tonnes de CO2 chaque année. On en rejette à peu près en tout, pour faire simple, 60. Donc, vous voyez, mais il y a eu un effet. Ensuite, le troisième rapport du GIEC en 2001, il a montré que dans toutes les régions du monde, il y avait des impacts qui s'aggravaient. Donc ça a conduit dans beaucoup de villes, de régions, à se poser la question de chez nous, quels sont les impacts, qu'est-ce qui est dû au changement climatique, en quoi on est vulnérable, et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et en France, beaucoup de villes, par exemple, elles ont des stratégies d'adaptation. Ça vient aussi, en fait, indirectement de ce que les rapports du GIEC ont mis sur la table. Après, donc, le rapport du GIEC de 2007, il devait conduire à un accord important dans le monde, mais les négociations qui ont eu lieu à ce moment-là, en 2009, à Copenhague, entre les pays, elles n'ont pas abouti, en fait. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc il y a eu du temps qui a été perdu, en particulier parce qu'il y avait une grosse crise économique à l'époque dans le monde. Donc ensuite, il y a eu un autre rapport du GIEC en 2014, et celui-là, il a été fortement utilisé pour construire l'accord de Paris sur le climat. Donc dedans, il y a des choses importantes, l'aide aux pays les plus pauvres, qui n'ont pas les mêmes ressources pour faire face à un climat qui change ou investir dans les technologies propres. Il y a l'adaptation, le fait d'avoir des objectifs que chaque pays met sur la table pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que ce que les pays ont mis sur la table, c'est un progrès, mais c'est largement pas suffisant. Donc la question quand on dit est-ce que les rapports servent, ils sont là, les gouvernements ne peuvent pas les ignorer. Beaucoup de gens en fait les utilisent dans les entreprises, dans des collectivités. Mais par contre, le fait que l'action elle soit pas suffisante, c'est la responsabilité de chaque pays en fait. C'est pas la faute des scientifiques en réalité. Et là, on a rendu en 2021-2022 un ensemble de rapports et la semaine prochaine, à partir du 13 mars, on va en fait passer de nouveau devant les représentants de tous les pays pour notre synthèse. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça c'est court en fait, c'est un document de 10 pages et un rapport un petit peu plus détaillé de 30 pages qui s'appuie sur 10 000 pages de rapport complet. Et donc ça en fait, c'est aussi un point important parce que c'est ce qui est vraiment le document à vocation que les politiques lisent, on l'espère. Et ce sera encore utilisé dans les discussions internationales sur le climat. Et dernière chose, peut-être vous avez suivi qu'en novembre dernier, il y a eu encore une réunion des pays sur le climat, qui s'appelait la COP27 en Égypte. Et là, en fait, pour la première fois, une attente des pays les plus fragiles, notamment, vous savez, les petites îles, les pays en fait où le niveau de vie reste très bas, notamment en Afrique. Donc, ce sont des pays qui prennent de plein fouet les conséquences d'un climat qui se réchauffe localement. Ça affecte la vie des gens, ça peut détruire des infrastructures. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de mécanisme pour prendre en compte ça, ce qu'on appelle en jargon les pertes et les dommages. Et donc, ça a été acté qu'il y aura un mécanisme pour accompagner ces pays qui sont très fragiles, ne serait-ce que quand ils sont touchés par une catastrophe, les aider à reconstruire en fait un peu plus vite. Et donc pour eux, pour ces pays-là, politiquement, c'est perçu comme une avancée. Et ça s'appuie sur les rapports du GIEC de 2021-2022, qui le montrent en fait, qui montrent que voilà, quand on a par exemple des pluies diluviennes dans certaines régions, c'est pas juste le hasard, c'est le hasard météo. Et puis en plus, on a dopé ces pluies intenses parce qu'on a rajouté de l'effet de serre et que l'atmosphère est plus chaude. Et on arrive à le montrer. Donc, vous voyez que les connaissances scientifiques en tant que telles, c'est pas ça qui change le monde. C'est la manière dont les gouvernements peuvent les utiliser. Et aussi, c'est la manière dont elles peuvent être utilisées, par exemple, pour des procès, pour des recours, par ceux qui sont les plus fragiles aussi. Est-ce que le GIEC est pessimiste ou optimiste pour le futur ? Alors, ce que moi je trouve assez chouette, c'est la chose suivante. Si on regarde il y a 30 ans, d'accord ? Il y a 30 ans, on disait les impacts du changement climatique, ce sera pour les générations futures, des régions lointaines. Puis maintenant, on voit que ça touche tout le monde, même les pays les plus riches, boum, on est tous concernés. Donc ça, c'est quelque chose où c'est pas une question d'être pessimiste ou optimiste, c'est d'être lucide. On est tous en fait face à un climat qui change, qui nous bouscule en fait, qui oblige à penser les choses autrement. Après, en 1990, au début, on disait il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne savait pas comment le faire. On disait il faudra s'adapter à un climat qui change, mais on ne savait pas comment le faire. Et maintenant, en fait, on sait ce qui fonctionne pour l'adaptation. On sait que c'est plutôt chouette parce que ça permet d'améliorer la vie des gens.
il y a plein d'autres bénéfices. C'est pas quelque chose qu'on fait pour le climat, c'est quelque chose qu'on fait pour vivre bien. Par exemple, des villes plus vertes, c'est plus agréable en fait, hein. Avec plus d'espaces verts, plus d'arbres, c'est juste plus agréable. En plus d'avoir des îlots de fraîcheur. Après, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on montre en fait qu'on a des solutions qui existent maintenant, qui sont faisables, qui sont efficaces et qui pourraient permettre de diviser par 2 dans le monde les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ça, c'est ce que les rapports du GIEC disent. Ils disent voilà, il y a des leviers d'action qui existent, on sait qu'ils fonctionnent, et en plus, ils améliorent la qualité de l'air, ils permettent d'être plus indépendants d'autres pays, par exemple, hein, pour son fonctionnement énergétique. C'est aussi une vraie question. On a vu qu'en Europe, on dépendait de la Russie, c'était pas génial en fait, hein, pour le gaz. Donc avoir aussi plus de souveraineté, d'indépendance, produire soi-même son énergie, c'est plutôt intéressant. Donc dans les choses qui ont été montrées, c'est par exemple le coût de l'électricité solaire. Vous savez, avec les panneaux photovoltaïques, ça a fortement baissé. Maintenant, c'est compétitif. Et ça permet par exemple à des communes de produire leur électricité ou des entreprises de le produire en sachant combien ça va leur coûter pendant 10, 20 ans. Donc c'est assez intéressant, en fait, même économiquement. Et donc, ce que le GIEC il dit voilà, on a des solutions qui existent, il y a eu des progrès technologiques, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui apporte des bénéfices, mais il dit aussi méfiance parce que dans certains cas, en fait, on a un manque de volonté politique, ou alors parfois c'est fait de manière injuste, et donc du coup les gens n'adhèrent pas. Donc vous vous souvenez peut-être de la crise des Gilets jaunes. Si on augmente le coût des carburants en tenant pas compte du fait que pour certains, ils ne peuvent pas changer de voiture, ils habitent loin des centres-villes, ça explose leur budget, c'est explosif. Donc comment le faire bien, comment tenir compte de ceux qui sont plus fragiles, les accompagner en fait, hein, financièrement pour les aider. On voit que ça fait partie des choses indispensables. Et même chose pour s'adapter à un climat qui change, on sait ce qui fonctionne, on voit que l'adaptation, elle avance, mais elle n'est pas assez à l'échelle qu'il faudrait, et notamment dans les régions les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres, pour les gens les plus pauvres, hein. Ça augmente les inégalités, en fait. Et ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, les gens veulent bien faire à court terme, dans l'urgence, et ce qu'ils mettent en place, c'est ce qu'on appelle une maladaptation. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes agriculteur, vous avez besoin d'irriguer, vous avez envie de stocker de l'eau. Pour vous, rajouter un stockage d'eau, c'est une solution à court terme. Ça vous permet de rien changer à vos pratiques et d'irriguer. Mais si vous stockez plus d'eau, vous allez détruire des milieux naturels. Vous allez prendre l'eau de ceux qui ont des moyens pourront utiliser cette eau-là, et ceux qui sont plus pauvres dans les acteurs de l'agriculture ne pourront pas y accéder, donc c'est injuste. Et puis si vous avez beau avoir des réserves d'eau, s'il ne pleut pas, elles ne seront pas remplies, et vous serez quand même le dos au mur. Donc vous aurez peut-être mis beaucoup d'argent sur un truc qui, au final, vous obligera quand même à changer vos pratiques. Par exemple, trouver des choses qu'on cultive, des techniques, des pratiques qui demandent moins d'eau, par exemple, hein. Voilà. Donc parfois, en fait, on a envie d'agir dans l'urgence pour juste, en fait, continuer comme avant, plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que je transforme pour que ça marche mieux après. Et donc le GIEC, il n'est pas pessimiste ou il n'est pas optimiste. Il fait ce constat d'un changement climatique dont les effets s'aggravent. Il montre les solutions qui existent, qui sont faisables, qui sont efficaces. Et après, il dit, si vous voulez que ça marche, faut réorienter des financements, en fait. Il faut mettre plus d'argent sur la table, non pas vers les énergies fossiles, mais vers les solutions, et mettre plus d'argent sur la table, notamment avec des enjeux de solidarité, avec ceux qui sont les plus fragiles.